Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, on parle avec Henri Do, ultracycliste. Ce qui est intéressant d'Henri, c'est que contrairement aux ultracyclistes traditionnels qui font des courses et toutes sortes d'événements, Henri relève des défis qui marquent l'imaginaire. Donc, on va parler aujourd'hui de ces défis, de comment il s'entraîne, comment est sa préparation, comment il est tombé en amour avec l'ultracyclisme, parce que pour être bien honnête, c'est pas pour tout le monde. Donc, sans plus tarder, allons rejoindre Henri et parlons d'ultracyclisme. Je fais sur mute pour Ah. ça. Salut. Merci beaucoup de te joindre à moi ce midi. Oui, merci à toi pour l'invitation. C'est toujours un plaisir et la deuxième fois seulement qu'on se croise, qu'on se parle en fait. Je t'ai croisé souvent au Club Espresso Bar, mais je pense que tu étais victime de ta popularité. Il y avait plein de monde qui voulait absolument te parler à chaque fois. Fait que j'ai pas eu la chance de te parler, mais je suis très contente d'avoir la chance de te parler aujourd'hui. Apparemment. Ben oui, je pense qu'on s'était croisés un matin avant CH sur Laurier, je me rappelle bien encore. Exact, c'est ça. Ça, c'est tout le temps drôle parce que tu sais, je sais pas pour toi, moi, j'étais pas réveillé, là, fait que je suis pas le plus grand de base, je suis pas le plus grand gars de small talk, puis en plus, là, j'étais pas réveillé, fait que c'était vraiment pas ma matinée, je te dirais. Pas de souci. Écoute, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. C'est sûr que l'automne, c'est tout le temps une période plus difficile à gérer, là, mais quand même, compte tenu des circonstances, on a eu des belles journées qui ont passé dernièrement. On fait qu'on en profite le plus qu'on peut. Ben ouais. Ben, il faut parce que, écoute, là, on a été chanceux d'avoir du temps chaud, quoique c'est un peu alarmant, je crois. Mais outre ça, on a réussi à prolonger un peu plus la saison que les autres années cette année. Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, je voulais te parler parce que t'es comme, dans le fond, t'es comme une icône de la communauté montréalaise, là, je pense. Là. Tu sais, je veux dire, tes défis font rêver, t'as une belle présence médiatique, mais tu sais, je pense que t'as aussi une histoire qui est vraiment intéressante. J'ai entendu, puis j'ai lu, dans le fond, dans plusieurs médias ton histoire, puis j'ai aussi entendu sur un autre podcast ton histoire, fait que je voulais absolument te jaser aujourd'hui parce que je pense que ça, sans être fascinant, je dirais, il y a comme quelque chose de vraiment intéressant sur ton parcours puis les défis que tu entreprends. Je ne sais pas si tu veux commencer par nous parler de comment tu es tombé en amour avec le vélo, si tu as toujours fait du vélo. Dans le fond, Oui, comment t'es. ben, effectivement, ben, en fait, oui, puis non, j'en ai toujours fait dans le sens que quand j'étais jeune, c'était plus mes parents qui me forçaient à faire du vélo. Donc, moi, je viens de Brossard. Puis la sortie familiale du dimanche, c'était de se rendre de Brossard jusqu'au Vieux-Port de Montréal. Donc, déjà, tu sais, à l'âge de 5 6 ans, sur un petit vélo à une vitesse avec mes parents, ben, on me forçait à faire quand même une relativement grosse sortie pour mon âge. Je pense que c'était un bon 20 km de Brossard jusqu'au Vieux-Port de Montréal. Fait que c'était l'aller-retour qu'on faisait quasiment à tous les dimanches ou quand il faisait beau. Tu sais, quand j'étais jeune, j'haïssais ça, là. Quand j'étais jeune, j'étais plus un gars de Nintendo. Fait que je préférais jouer sur l'ordinateur. Je préférais rester à l'intérieur, mais mes parents me forçaient quand même à sortir. Euh, Maintenant, tu sais, à y penser, je le regrette moins. J'ai quand même apprécié ça. Mais passé ça, tu sais, j'ai arrêté de faire du vélo. Donc, durant toute ma jeunesse, tu sais, au primaire, tout ça, j'avais quand même un mountain bike. Fait que j'aimais quand même ça, aller vite, sprinter, puis m'inscrire à des événements, en fait, de vélo à l'école. Ben, c'était jamais en fait un truc que je pensais que j'allais faire fréquemment ou sinon faire quasiment full-time de ma passion quand j'allais grandir. C'est seulement en 2012 que j'avais commencé à prendre un petit peu de poids. J'étais un petit peu moins, si, j'étais plus en forme. Donc, c'est en 2012 que j'ai repris le vélo un petit peu plus sérieusement. C'était grâce à une pub qui avait passé, donc ça, c'était durant les Olympiques de Londres. Il y avait une pub qui était passée à la télévision qui m'avait vraiment inspiré. C'était juste vraiment la pub parfaite en petits 60 secondes de Nike avec la bonne trame sonore, les bonnes images puis les bonnes paroles. Puis en gros, ça disait que greatness is not only in one special place or one special person. Donc, c'est pas juste dans une seule place, donc c'est pas juste aux Olympiques, pas réservé aux athlètes mondiaux, mais que greatness is anywhere you go and try to find it.
Fait que, tu sais, je me suis un petit peu dit que je pourrais aussi trouver ma propre greatness. Puis c'est un petit peu la trame sonore de ce pub-là qui m'a vraiment, je dirais, inspiré à acheter mon premier vélo de route. Donc, suite à ça, j'ai acheté mon premier road bike. C'est un devant ici, Silverstone SL1. Moi, blanc et bleu, ça m'avait coûté dans le temps 800 $. J'avais acheté juste une Nero. Puis j'avais commencé à faire un petit peu de vélo là. Donc, c'était plus pour me remettre en forme. Je me rendais au travail en vélo. Donc, pas des grosses sorties, des petites sorties de 10, 15, 20 kilos. C'était quand même un bon début pour moi. Puis, c'était tellement différent de passer d'un mountain bike du Costco à ça. Je me sentais comme tellement plus vite. Puis même dans ce temps-là, il n'y avait pas grand monde qui faisait du road bike. C'était plus des gens plus âgés. Le vélo de route, à ce moment-là, c'était quand même très, très minime comme sport. C'était pas du tout populaire. Fait que je me rappelais la première fois que j'avais fait des circuits chez Villeneuve sur ce road bike-là, j'ai trouvé ça tellement fou. Il n'y avait pas grand monde, mais c'était quand même une expérience qui était folle. Puis par la suite, ce qui m'a vraiment mis à en faire plus sérieusement, c'est quand quelques années plus tard, je pense que c'était en 2015-2016, j'avais un ami qui m'avait demandé, en fait, qui m'avait dit de faire un triathlon. Fait que je m'étais inscrit à mon premier triathlon. Puis c'est un petit peu ça qui m'a mis dans le mindset un petit peu où que je suis en ce moment ces jours-ci. Donc, tout ce qui est force mentale, que dans les triathlons, c'est vrai que c'est 3 sports, mais chaque petit pas que tu prends te rapproche du but ultime. Donc, il faut juste continuer à avancer. C'est one step at a time, tu finis la nage, mais là, c'est le vélo. C'est le vélo, c'est la course. Puis chaque petit pas que tu prends te rapproche du but ultime. Donc, ça, c'était vraiment le core de ce qui avait changé dans ma mentalité. Puis après ça, j'ai fait quelques Ironman. Voilà, maintenant je fais des ultras, des défis d'ultra. Donc, je sais pas, là, ça fait quand même un bout que je parle. Je pourrais t'en parler vraiment plus longtemps parce que c'est quand même un long parcours qui m'a amené aux ultras. Mais en gros, c'est pas mal ça. Ce que je trouve fascinant, c'est vraiment Stepping Stone. Puis je sais qu'il y a bien du monde 2012, c'était le moment des Fixie Famous. Là. Fait que il y a bien du monde qui ont fait justement des Stepping Stones dans différentes directions. C'est quand même fou de voir genre comment tu pars d'un vélo de Costco à vraiment aller dans l'ultra-endurance. Puis là, justement, dans le fond, là, tu étais rendu au point où est-ce que tu lançais comme ton premier défi d'ultra-endurance. Ça a été quoi ton premier défi, puis pourquoi tu as choisi de donner ce défi-là? Ouais. Souvent dans mes défis, ça part souvent sur des coups de tête, je dirais. Donc, c'est jamais rien de planifié d'avance. Mon premier défi d'ultra, ça s'est passé parce que j'avais arrêté les triathlons. Ça faisait quand même 4-5 ans que je faisais des triathlons, donc des Ironman et tout ça. Puis j'en avais fait assez, ça me coûtait quand même cher de triathlon parce que l'inscription à Ironman, plus les coûts d'hôtel, le transport, c'est quand même dispendieux. Donc j'avais décidé en fait, en 2019, j'avais décidé d'arrêter les triathlons puis de me focuser sur juste du vélo. Donc c'était ma passion ultime parce que dans tous les cas, durant un Ironman, je m'entraînais zéro pour la nage puis zéro la course. Je courais une fois par mois puis je nageais juste le jour avant la course. Sinon, c'était comme 99% bike, 1% course, puis genre 0,1% swim. Fait que là, j'avais décidé, on va arrêter les triathlons, puis on va faire que du bike. J'avais jamais fait encore de bikepacking, puis ça commençait un petit peu à prendre de l'ampleur, le bikepacking. Les bikes de gravel, ça commençait à sortir. C'était encore un truc qui était très, très neuf. Donc, je me suis dit, le Québec, c'est un vaste territoire. À date, je connais seulement le circuit, Mont-Tremblant, le Grand Montréal. Fait que j'avais jamais vraiment roulé en dehors de Montréal, comme en Estrie, Magog, Estrie, oui, mais jamais comme au Saguenay, jamais en Gaspésie. Donc, c'est là que j'ai eu le goût de découvrir ces régions-là. Alors, j'ai commencé à faire du bikepacking. Donc, cet été-là, j'ai arrêté les triathlons. J'ai fait mon premier voyage de bikepacking en 2019, le Saguenay, plus le Lac-Saint-Jean. Puis après ça, j'avais aussi fait la Gaspésie. Mais ce qui me manquait de ça, c'est que j'avais tout le temps l'esprit compétitif, que je voulais me surpasser. Puis je voulais tout le temps faire de quoi d'intense pour tester en fait mon fitness, tester ma capacité physique. Puis le bikepacking, à faire des petites sorties de 100 kilos par jour, ça me testait pas vraiment. Donc, ce qui me manquait, c'était vraiment, OK, c'est quoi que je pourrais faire à vélo qui est vraiment fou. Puis j'avais déjà fait Toronto-Montréal en 2 jours avec des amis. Donc, dans le temps, c'était avec des gens de Opus Rouleur. Maintenant, la plupart des gens s'est rendu Mestarem. Mais dans le temps, en fait, ils m'ont demandé si ça me tentait de faire
un bikepacking trip Toronto à Montréal en 2 jours, fait 300 km x 2. Fait qu'on l'avait fait, puis ça s'est super bien passé. Puis, ça, c'était dans mes premières grosses journées de vélo, donc des 250, 300 km par jour. Ce qui est encore, limite ultra. Fait que, c'est quand même borderline, pas tant de l'ultra, mais c'est une longue sortie quand même assez longue. Fait que l'année que j'avais arrêté les triathlons, j'avais commencé à faire du bikepacking, ça m'a quand même aussi questionné, j'avais déjà fait Toronto-Montréal en 2 jours. Est-ce que c'était possible de le faire en une journée, donc 24 heures? Fait que j'avais jamais roulé plus que 300 avant ça. J'avais jamais roulé de nuit non plus. J'avais jamais roulé sans dormir. Mais finalement, un matin d'août, je me suis levé sur un coup de tête, puis là, je me suis dit, il me semble que cette semaine-ci, je suis en forme. J'ai plus de course, j'ai plus de triathlon, mais ça me tenterait de faire de quoi de capoter. Fait que je me suis levé, puis je me suis dit, vendredi, il me semble que c'est des bonnes conditions, qu'il va faire beau pour que je puisse faire ça. Mais là, mon enjeu, c'était pas de le faire. Mon enjeu, en fait, c'était comment est-ce que je me rendrais à Toronto pour revenir à Montréal. Parce que je ne voulais pas faire un aller-retour, je voulais faire un one-way pour avoir le vent d'eau. Fait que là, je me dis, qui va vouloir m'amener à Toronto pour que je puisse faire un one-way Toronto-Montréal en 24 heures? Finalement, je suis rentré au travail ce matin-là, puis j'étais en train de jaser avec mes collègues, puis finalement, je demande à ma collègue, tu fais quoi vendredi? Ça te tenterait de faire un road trip à Toronto, toi puis moi? Finalement, le fait X, c'est que je ne reviendrai pas avec toi. Je reviendrai en bike. Finalement, elle a dit oui, surprenamment. Puis là, j'ai une deuxième collègue qui s'est jointe à la convo, puis encore, je lui ai demandé, mais vous faites quoi vendredi soir? Ça te tente-tu de venir avec nous? Ça va pouvoir bruncher à Toronto, c'est ce que je reviendrai pas avec vous. Fait que surprenamment, ils ont tous dit oui les deux. Fait que c'était vendredi-là, on est parti à Toronto après le travail. Je suis rentré le soir même. Fait que c'était mon premier défi de un 600 km. Puis ça, je l'avais fait en 23h58. Donc, Toronto-Montréal, en fait, c'est pas un 600 km pile, c'est environ 500 km. Mais quand je suis arrivé à Montréal, je voulais faire 600, fait que je suis allé au circuit, j'ai fait des tours de plus. Puis je voulais aussi le rentrer en bas de 24 heures, fait que je me suis dépêché pour le rentrer en bas de 24 heures. Fait que je l'avais fait en 23,58, puis c'était un 600 km pile. Puis c'était aussi à ce moment-là que j'avais commencé à documenter mes histoires sur Instagram. Fait que c'est encore dans mes archives, puis juste à voir ce que je faisais en 2019, puis maintenant, c'est tellement comme vraiment plus laid que je Ah, documentais, là, mais mais il y c'était a ça aussi, encore. ça a beaucoup évolué. Hey, t'as tellement fait. Parce que moi, je te suis depuis un petit bout là, sur Instagram. Tu sais, je trouve ça comme inspirant, mais aussi genre un peu pété. Tu sais, des fois, je suis comme. Le gars, man, il est intense. Mais tu sais, comme je pense juste à quand tu livres des choses sur Marketplace, puis que tu vas, mettons, faire 500 km aller-retour pour aller livrer dans le fond, en Mauricie, ou que tu fais, tu sais, Ouais. tu fais des affaires genre. C'est quoi, il y en avait un, genre, j'avais vraiment trippé, c'était comme en fat. Je me rappelle plus exactement c'était quoi, je pense que c'était 500 km de fat. J'avais fait une course de fat bike l'an passé, donc le Wendigo 200. Non, j'avais fait de. Bon, en fait, ma mère habite à Brossard, fait que, tu sais, je me rends plus jamais en auto, là, maintenant, durant Ouais. l'hiver, parce que ça me tente juste pas de traverser le pont en char une fin de semaine, fait que là, je me reprends en fait. Mais j'avais fait à un moment donné aussi un 200 en fait. Fait que, tu sais, je fais pas du vrai fat bike entre elles, je fais du fat Ouais. bike de route. Fait que je vais faire mes sorties de route comme En fat. Saint-Rémy de route, mais en fait, puis ça me prend 3 fois plus de temps. Ouais. Mais non, c'est ça, tu sais, j'avais vu ça, t'avais fait, je pense que c'est le Windigo, j'avais vu, parce que je suivais sur le tracker, puis genre, je trouvais ça fascinant, puis après ça, tu sais, il y a un paquet de défis, tu sais, celui qui était passé dans le devoir, qui était allé en 24 heures en Gaspésie, après ça, il y avait le tour de la Gaspésie. Fait que, tu sais, j'en ai pas manqué beaucoup, mais à chaque fois, je suis comme, man, c'est genre pété, mais tu sais aussi que c'est des affaires qu'on voit pas fréquemment, fait que c'est ça qui rend, selon moi, la chose addictive quand on te suit sur Instagram. Mais mettons, ça serait quoi parce que tu as un shitload de défis derrière la cravate, là, ça serait quoi tes milestones, mettons, tes plus beaux défis? Ouais, tu sais, si je vais par année, parce que c'est un petit peu ça l'évolution. Tu sais, je me cherche tout le temps à me surpasser, puis aussi à faire de quoi que les gens vont dire que c'est impossible, ou à faire de quoi que, tu sais, qui est juste hors de l'imaginaire. Fait que, tu sais, au début, c'était, OK, tu sais, beaucoup de gens à Montréal vont déjà faire Montréal-Québec, Montréal-Ottawa en une journée. Euh, mais là, durant la COVID, tu sais, je me suis dit, je ferais peut-être faire l'aller-retour. Fait que, en 2020, après mon Toronto-Montréal,
vu qu'on pouvait plus vraiment aller loin puis rester loin, il fallait tout le temps revenir à Montréal. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire des allers-retours Montréal, tel. Fait que j'ai fait mon premier aller-retour Montréal-Ottawa en 24 heures. Après ça, la semaine suivante, ben, Montréal-Québec en 24 heures. Ça, c'était un 500 kilos. Après ça, ben, j'avais fait aussi, avant que le devoir est documenté, Montréal-Gaspésie, je t'avais tenté de le faire en 24 heures. Mais finalement, cette journée-là, ça, c'était en 2020. J'avais un vent de face tout le long. Fait que je me suis vraiment rendu à Matane cette année-là. Mais effectivement, l'année suivante, je me suis rendu jusqu'à Marseille, donc pour faire 800 km avec le bandeau. Puis rendu là, tu sais, j'étais rendu dans une vibe comme quoi que, ben, tu sais, j'ai plus besoin de conduire vraiment pour me rendre à mes événements ou me rendre ailleurs. Je pourrais juste me rendre à vélo. De un, ben, je pollue moins. Puis de deux, ben, ça me ferait une grosse ride. Fait que là, j'ai commencé à me rendre à toutes les places. Je suis allé voir, OK, ben, c'est jusqu'à où que je pourrais me rendre en bike. Fait que des allers-retours par la Mauricie plusieurs fois, juste pour faire le parc, sans me rendre en genre parce que, tu sais, conduire, c'est pas le fun. Je déteste conduire. Il y avait un temps que j'aimais ça, mais là, je sais conduire. Fait que je préfère me taper un 20 heures de bike pour me rendre là que de conduire un 5-6 heures. Et après ça, ben, il y a l'Ultra Défi. Fait que ça, c'est comme la vraie première course officielle que j'avais faite en 2020, que j'avais gagnée en 46 heures. Donc, je l'avais gagnée de façon autonome, donc sans support crew. Mais tu sais, moi, je suis pas vraiment un gars de course. Je préfère plus faire mes défis comme qui surpassent l'imaginaire. Donc, je préfère faire des affaires un petit peu folles que les gens n'ont jamais comme pensé à faire. Puis justement, la COVID m'a quand même permis d'être un petit peu créatif dans mes défis. Puis là, qu'en 2021, avec le couvre-feu, ben, c'était rendu, ben, OK, vu qu'on peut plus vraiment sortir loin, puis étant un ultracycliste, ben, on roule plus de nuit, les 24 heures. Mais là, la question, c'était que c'est combien que je pourrais rouler entre couvre-feu, fait entre 5 heures du matin jusqu'à 9 heures le soir. C'est quoi la distance que je pourrais faire? Puis, au début, je n'étais pas trop sûr de mes capacités parce que normalement, un 500 kilos ou un 600, ça me prend 24 heures quand même, avec mes arrêts et tout ça. Fait que, c'est là que de 5 heures le matin jusqu'à 21h30 le soir, ben, j'avais seulement 16,5 heures que je pouvais comme rouler ou m'arrêter. Fait qu'au début, c'était OK, ben, je peux faire combien? Puis, tu sais, quand j'ai fait mon poll sur Instagram, OK, ben, est-ce que 400 kilos, c'est possible entre 5 heures puis 21h30? Puis il y avait la moitié du monde qui disait que c'était impossible. Fait que là, je disais, OK, ben, on va l'essayer. Finalement, je l'avais fait, puis j'avais encore un gros lousse. Fait que la prochaine semaine, c'était est-ce que je préfère 500 km entre couvre-feu? Fait que ça, je l'avais refait 3 fois. Les 3 premières fois, j'avais bossé le couvre-feu de comme 15-20 minutes. Fait que pour moi, ça comptait pas, mais ça prouvait quand même que c'était réaliste, que c'était possible. Puis il fallait juste que je sois plus optimal dans mes arrêts et tout ça. Fait que là, c'était comme rendu mon genre de time trial. Fait maison, COVID. Si je pouvais faire un 500 km en bas de 16h30 à Montréal. Et finalement, mon dernier, ben, juste avant que le couvre-feu soit je l'avais fait en 15h45, mon dernier, avec une moyenne de 33 environ. Un arrêt de, je pense, sur le 16,5 heures, j'avais seulement 20 minutes d'arrêt au total, pour un arrêt toilette plus un aérodépanneur. Fait que c'était pas mal beaucoup de défis sur mesure maison, pour juste, OK, ben, what's next, what's impossible, c'est quoi que les gens n'ont jamais pensé à faire dans le Grand Montréal, dans le Grand Québec. Mais je pense que tu as mis le doigt plutôt dans ce que tu disais. De un, c'est tous des défis intéressants, mais je pense que ce qui rend la chose intéressante, puis que je te disais qu'il était addictif, c'est peut-être aussi le fait que tu fais pas des courses versus des défis. Parce que des fois, c'est des choses qui marquent l'imaginaire. Mettons, le fait de te rendre au Parc de la Mauricie, de faire le Parc de la Mauricie puis de revenir. Genre, pour le commun des mortels, le Parc de la Mauricie, c'est quand même un bon défi. En plus, toi, tu te rajoutes le chemin. Fait que, il y a comme cette image-là qu'on peut se faire versus peut-être les grandes courses, genre le Biking Man, tu vois ça, c'est comme un parcours, mais tu as de la misère à t'imaginer. Quand c'est une route que tu prends en voiture puis que tu te dis, hey, c'est un bout, il y a comme quelque chose de même, ou le fait que tu prends des petites choses du quotidien des gens, puis après ça, tu le tournes en défi. Je trouve ça fascinant. Puis l'autre affaire que je voulais dire par rapport à ce que. Puis je voulais pas te couper. La première fois, tu t'es dit, je vais faire Montréal-Québec aller-retour. Tu t'es pas dit que c'était une idée de merde parce que, tu sais, mettons, pour vrai, là, aller à Québec, je le fais une fois par année, c'est super le fun. Mais je me dis, à chaque fois, je m'en vais à Québec, je me dis, Chris, je le ferai pas dans l'autre sens parce que le vent de face, là, tu sais, mettons, solo, tu peux faire genre Ouais. 33 de moyenne sans trop peser dans les pédales, une journée de bon vent, mais tu sais, le vent, il t'attend de l'autre bord, là, tu sais.
Non, ben, c'est sûr que ça, c'était mon premier, c'était ça le gros défi à surmonter au début, parce que normalement, tu sais, avant que j'avais fait des allers-retours Montréal comme ça, c'est tout le temps des one-way, donc tu sais, Toronto-Montréal, Montréal-Toronto, c'était un one-way, donc j'ai le Vando tout le long, Montréal-Gaspésie, j'ai Vando. Mais de faire un aller-retour vers une place qui est plus loin, mais c'est sûr que l'avantage, c'est d'avoir la frontière à un moment donné. Fait que c'était plus une question de mental. Tu sais, c'est sûr que oui, le vent de face, il va être là. Mais je pense qu'une fois que tu l'affrontes, puis une fois que tu acceptes que oui, tu as un vent de face, puis tu trouves une façon de le gérer, ben, tout se passe bien après ça. C'est vraiment juste de poursuivre et de continuer. Nice. Puis de tous les défis, c'est lequel dont, mettons, tu vas garder les plus beaux souvenirs puis tu es le plus fier? Euh, je pense que mon plus beau défi, tu sais, ce serait la Transcan. Tu sais, c'est un petit peu différent parce que là, c'est plus dans le mode bikepacking, mais c'était vraiment le défi avec le plus de up and down qui a duré longtemps. Tu sais, c'est quand même la découverte du pays sur 2 roues en moins de 2 mois. Euh, fait que je pense que c'était mon plus beau défi à date. Mais c'est tellement parce que tu sais, j'ai tellement vu de belles choses quand j'ai traversé le pays en mode, disons, en mode ultra slash course, là, mais j'étais tout seul dans cette course-là. De pouvoir documenter aussi tout ce que j'ai vu, de partager tous les hauts et les bas que j'ai vécu. Mhm. Puis j'ai tellement vu de belles choses, puis j'ai tellement aussi vécu de merde, j'ai tellement eu de mauvais temps, j'ai tellement eu d'obstacles qui m'ont ralenti, qui m'ont juste challengé continuellement. Mais je pense de pouvoir surmonter tout ça, puis d'arriver à la fin quand même en moins de 2 mois. Donc, ce serait Ouais. peut-être mon plus gros défi à ce moment-là. Non, c'était malade. Encore là, tu sais, je te suivais au quotidien, puis tu sais, des fois, j'étais comme. J'avais tout le temps comme deux pensées qui me traversaient l'esprit. C'était genre, un, c'est magnifique, mais deux, est-ce que ça doit être chiant? Tu sais, comme je te regardais, tu sais, de un, ça t'a pris combien de pneus? Parce que tu as dû en passer des pneus dans ce voyage-là, là? Loadé comme Ouais. t'étais, puis. Surprenamment, OK, j'ai seulement passé à travers 2 sets de pneus, donc j'ai fait mon OK. rechange de pneus à Montréal. Sur ma première paire de pneus, j'ai roulé quand même pendant, je pense, 8000 km pour me rendre du Yukon jusqu'à Montréal. Mais tu sais, j'ai quand même été chanceux du côté pneus parce que j'ai eu aucun flat. Ben non, excuse-moi. J'ai eu un flat, mais ça, c'est un flat que j'ai pas pu éviter parce que c'est comme un sidewall cut Mhm. qui a carrément coupé mon pneu. Mais tu sais, j'ai eu aucun problème mécanique côté pneus avant ça. Là. Fait que, puis de tout du 12 000 kilos complet, euh, le seul vrai flat que j'ai eu, c'était quasiment dans la fin à l'île du Prince-Édouard. C'est là que mon scellant a quand même réagi pour le sceller, mais à part ça, j'ai eu aucun flat, aucun problème. Non, excuse-moi, c'est pas vrai. Mon premier vrai flat, à part le scellant, c'était à 100 mètres de la fin. À 100 mètres de la fin. Bon. Ouais, Au moins, c'était accept pas si. fear. Ouais. Ouais, non, mais tu sais, en plus, en tout cas, tu sais, je regardais des fois puis je me disais, man, tu sais, il y a quelque chose de beau, mais il y a quelque chose aussi que, tu sais, des fois tu te dis c'est de la merde, là, tu sais, mettons, la pluie, il avait l'air de faire froid, des fois tu arrivais dans des places où il n'y avait rien, tu as manqué d'eau, j'ai vu une histoire de bière, genre dans une boîte de pick-up, tu sais, Ouais. comme, je veux dire, c'est quand même des fois tu dois dire, man, c'est des catastrophes. En tout cas, moi, j'aurais cassé bien avant, là. Ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, dans une aventure comme ça, tu sais, l'important, c'est vraiment de le prendre étape par étape, puis de trouver la solution au problème courant. Donc, il y a tout le temps une solution à tout. Puis c'est juste de pouvoir continuer à avancer, puis de pouvoir trouver la solution pour pouvoir passer au prochain défi, puis au prochain problème. Donc, step by step. Ouais, je pense que, ouais, il faut être un peu philosophe pour faire ce genre de défi-là. Euh, Est-ce que, moi, une question que je me pose, parce que tu sais, il y a beaucoup d'attention médiatique autour de tes défis, il y a beaucoup de contenu qui est créé sur les médias sociaux. Est-ce que tu as senti comme que tu es devenu une genre de vedette instantanée de la communauté? As-tu plus d'attention depuis. Euh, c'est sûr que ce que je fais, c'est beaucoup plus reconnu parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire mes défis, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était impossible, ou même des gens qui pensaient que c'était comme truqué ou que je le fakeais. Fait que je pense que les médias ont quand même légitimisé ce que je faisais ou ce que je fais, dans le sens que oui, c'est possible. Et oui, ça dépasse l'imaginaire, donc c'est tout est possible. Faut pas se limiter à ce qu'on croit qu'il soit possible. Donc, il y a beaucoup de gens qui se limitent à
à se dire, ben non, c'est impossible, fait qu'ils vont jamais le tenter. Mais moi, je le vois plus comme quoi que ça peut sembler impossible, mais il y a sûrement une façon de pouvoir le faire ou de réussir ou de cliquer pour qu'on puisse quand même y arriver proche. Fait que j'ai quand même tout le temps pouvoir essayer de faire de quoi. Puis je pense que les médias ont quand même débloqué ça pour moi. Donc, ça a fait Mhm. comme quoi que les gens se doutent un petit peu moins de la possibilité ou sinon ils me trouvent un petit peu moins fou, malgré que oui, je suis encore fou dans ce que je fais. Mais ça pour dire que c'est quand même le fun d'avoir une vue parce que quand je fais mes défis, j'aime ça partager ce que je vois. Il y a tellement de belles choses. Puis, je suis quand même photographe amateur sur le côté. Fait que, j'aime ça prendre des belles photos. J'aime ça raconter une histoire. Fait que, que les médias puissent aussi me suivre maintenant ou sinon raconter mon histoire à travers leur lancée. C'est le fun de pouvoir partager cette expérience-là avec plus de gens. C'est ce que je veux faire ultimement. Ouais, nice. Puis, tu te fais-tu souvent reconnaître dans la rue ou par d'autres groupes de cyclistes ou ça va de ce côté-là? Ça m'arrive quand même. À Montréal, surtout à Montréal. Ouais. Dans les places où on roule le plus souvent, donc CGV, sur CH, souvent je croise des gens, puis on jase. Donc, c'est tout le temps le fun de voir des gens, puis de rencontrer, puis de parler à des gens. Moi, ça me fait tout le temps plaisir aussi d'inspirer beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont commencé à m'écrire comme quoi qu'ils ont fait leur premier 200, leur premier 300, quand ils ont vu mes stories, ou sinon des gens en fait, c'est que s'il pleut, ben ils vont aussi rouler parce que moi j'ai dû endurer ça pendant plusieurs mois, ou sinon Mhm. moi, je roule en toute météo. J'ai roulé même l'hiver. Fait que je pense que c'est quand même le fun de pouvoir inspirer des gens à se surpasser, puis aussi à ce que les gens ne se donnent pas d'excuses parce que ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens se donnent des excuses pour pouvoir faire les affaires. Donc, ils vont dire, ah non, c'est trop long, non, il fait froid, ah non, il fait noir. Mais c'est toutes des excuses qu'on se donne pour se limiter. Donc, c'est des limites qu'on s'impose soi-même. Puis je pense le fait que j'ai des limites aussi, mais mes limites sont très, très, très floues et très vagues. Donc, je me sens un petit peu limitless dans le fait que je vais tout le temps essayer quelque chose jusqu'à temps que j'échoue, ou sinon jusqu'à temps que je trouve le soft feeling. Puis beaucoup de gens, en fait, ils vont reprendre ça, puis aussi, ils vont leur dire, c'est vrai que c'est pas des vraies limites, c'est des limites qu'on s'impose soi-même. Donc, anything is possible. Mhm. Puis, parlant de ça, dans le fond, ma prochaine question qui me vient en tête, c'est est-ce que, dans le fond, tu t'entraînes pour ce genre de défi-là ou le fait que tu fasses tout le temps des défis, c'est comme ton entraînement? Ouais, l'entraînement que je fais, en fait, il a tout le temps été pas mal bizarre. Donc, moi, je m'entraîne en volume. Je fais beaucoup de volume, puis je le fais par passion. Donc, je trouve que pour faire des grosses sorties comme ça, des grosses journées, faut pas se forcer à faire des grosses journées parce qu'on va se tanner sinon. Donc, quand je m'en vais rouler, je roulais parce que j'aime ça, parce que c'est une passion, parce que je vois des belles choses. Donc, je continue à faire ça. Mais la différence, par contre, c'est que je vais souvent rouler quand je fatigue aussi. Parce que je trouve que dans les ultras, c'est important de pouvoir récupérer pendant qu'on roule, puis aussi de pouvoir récupérer rapidement. Donc, même après avoir fait un 400 ou un 600, le jour suivant, je vais peut-être faire une sortie de 100, 150 kilos juste pour rouler. C'est sûr qu'au début de la sortie, on se sent tout le temps un petit peu à l'envers, fatigué, mais ça passe tout le temps. Donc, ça finit par passer. Puis après une demi-heure, les muscles se réchauffent. On apprend à récupérer, puis le corps apprend à s'adapter. Donc, moi, je m'entraîne plus en volume, mais en même temps aussi, je me force à sortir, même étant fatigué, même si je ne roule pas aussi vite. C'est juste pour rouler les jambes, pour que mon corps apprenne à récupérer pendant que je roule, puis aussi à récupérer plus rapidement. Mhm. Puis, dans le fond, parce que là, tu parles de faire genre une ride de récup de 150 km, fait que je me pose juste la question à quoi ressemblent tes journées. Tu sais, je sais que tu as un job parce que j'ai vu tu étais avec un corpo à Make-A-Wish. Fait que tu sais, j'imagine que tu as un job, fait que tu dois avoir comme des obligations dans le cadre de ta journée. Puis ça ressemble à quoi la journée typique ou une semaine typique Ouais. de Henri Do? Effectivement, c'est un petit peu pour ça que je fais mes défis aussi en joke. Je pars le samedi, je reviens le dimanche parce que faut que je travaille lundi. Fait que, tant qu'à faire un 600 km, je peux pas le faire dans la semaine. Fait qu'il faut que je le fasse dans une fin de semaine tellement. J'ai 48 heures pour faire une grosse journée. Fait que, parce qu'effectivement, j'ai un travail de jour. Je travaille du lundi au vendredi. J'ai quand même une job de 9 à 5 plus ou moins.
Mais j'ai quand même la chance dans ma job d'avoir un horaire assez flexible. Donc, c'est sûr que j'ai une certaine flexibilité dans ce que je fais au travail. Alors, quand il fait beau, je vais peut-être en profiter pour aller rouler. Quand il pleut, ben, je travaille plus longtemps. Ça m'arrive de travailler aussi de nuit, le soir, des fois les fins de semaine pour me rattraper. Fait que, tu sais, je m'oriente quand même à travers ça. Puis mes semaines, quand même, tu sais, je vais souvent tout planifier d'avance selon la météo. Donc, un des sites que je vais quasiment consulter quasiment de façon quotidienne, même sur une base à toutes les heures, c'est les météo médias, juste pour savoir ok, ben, c'est quoi la meilleure période pour aller rouler, quand il va faire chaud, quand il ferait beau pour que tu puisses en profiter. Fait que toutes mes journées de travail, mes journées d'épicerie, mes journées de lavage, tu sais, de house chores, d'aller voir mes parents, c'est tout fait en fonction de la météo. Euh, Puis à faire des longues sorties. Tu sais, durant l'été, je peux facilement faire de 25 à 35 heures de vélo par semaine, incluant mon commute. Donc, c'est là que il faut tout que je planifie d'avance. Donc, faut que je sache, OK, ben, cette semaine-ci, je m'en vais faire ça, je m'en vais voir telle personne-là, je m'en vais arranger ça sur ma voiture cette journée-là. Fait qu'il faut quand même être ordonné puis organisé pour pouvoir tu sais, tout rentrer ça. C'est sûr que tu sais, des fois, je prends un petit peu de pause. Il y a des semaines que je slack un petit peu plus, mais c'est sûr que dernièrement, surtout, ben, pas cet été, parce que cet été, j'étais pas à Montréal, mais l'été passé, un des problèmes que j'ai eu, puis c'est un bon problème, mais en même temps, c'est un problème, c'est que à chaque fois qu'il pleuvait, qu'il annonçait de la pluie, en fait, il pleuvait jamais. Fait que ça fait beau, malgré qu'il annonçait de la pluie. Ça m'a un petit peu mis en retard dans ce que je voulais faire parce que tu sais, j'ai tout le temps priorisé ben, rouler dehors quand il fait beau versus faire des tâches plates. C'est vrai que 2021, on se faisait souvent voir avec la météo. C'était pas précis. C'est ça. Puis moi, une autre chose qui me fascine, tu sais, comme quand je regarde tes stories, puis là, j'ai l'air vraiment fan puis creep, là, parce que genre, je connais toute ta vie par Instagram, mais c'est ton alimentation quand, tu sais, comme quand tu es sur la route, mais aussi, est-ce que tu as changé ton alimentation comme hors route pour être capable d'avoir le nombre de calories? Tu sais, ça ressemble à quoi ton alimentation hors route et sur route? Ouais. Euh, Alimentation sur route, donc ça a beaucoup changé par rapport à quand je faisais des triathlons. Fait que quand je faisais des triathlons puis des Ironman, c'était très structuré. Donc, je savais exactement ce que j'allais manger en T1, en T2, en nage, en vélo puis en course. Tandis que pour un ultra, ce que j'ai appris, c'était que c'était plus important de pouvoir continuer à consommer que de manger des affaires structurées. Euh, Parce que je ne veux pas, c'est une journée de 24 heures, une journée de 48 heures. L'important, c'est d'avoir l'énergie pour pouvoir le faire puis de pouvoir digérer ce qu'on mange. Euh, Fait que, si on se force à manger de quoi juste parce que c'est scientifique ou parce que c'est recommandé, ben, des fois, l'estomac va pouvoir le digérer. Fait que ce qui est plus important dans tout ça, c'est de pouvoir de manger, de le digérer. Fait que maintenant, ce que je fais en vélo, c'est que je mange un petit peu n'importe quoi. Fait que je mange ce qui me tente, mais je mange ce que je sais que je vais pouvoir manger. Parce que si on arrête de manger, ben, c'est là que j'ai un déficit de calories. Donc, ce que je vais manger va souvent varier selon la météo. Donc, il va faire chaud ou froid, mais ça va souvent être du window shopping. Donc, si je rentre dans un dépanneur, je fais le tour, OK, ben, c'est quoi qui me tente à ce moment-là. Mais en même temps, je garde aussi en tête que il faut que je prenne des protéines, il faut que je prenne des glucides. Fait que j'ai quand même ça en the back of my head, mais je me limite vraiment pas à une certaine bouffe. Euh, Mhm. c'est juste que je vais manger en conséquence de comment je me sens et ce qui me tente à ce moment-là pour pouvoir le digérer et pouvoir le manger. Puis mettons chez vous, dans le but de fueler en amont ces rides-là, Ouais. as-tu changé ton alimentation ou tu fais juste manger normalement? Non, je mange normalement. Ce qui va être important quand même, c'est tu sais, moi, je mets beaucoup d'emphase et d'importance sur la post-ride meal. Fait Mhm. que toujours après que j'ai fini un défi, tu sais, peu importe, même si je rentre puis je suis en train de m'endormir ou quoi que ce soit, je me prends tout le temps des protéines, que ce soit du lait au chocolat, mais tout le temps un repas immédiatement quand je rentre. Donc, ça, c'est le seul critère que j'ai. Sinon, à part ça, tu sais, je vais manger quand même des repas normaux selon ma faim. Puis, c'est sûr que durant l'été, j'ai tout le temps faim, sans faim. Mhm. Mais tu sais, j'ai pas vraiment changé mon alimentation, sauf peut-être plus pour les portions, pour les quantités. Fait que j'en mange plus parce que j'ai beaucoup plus faim puis plus souvent faim.
Je pense que durant l'été, je mange quasiment 8000 calories par jour des fois. Là. Fait que Shit, c'est ça me coûte gros. cher d'épicerie, ouais. Ça me Ouais. coûte cher d'épicerie. Ah oui, une question que je me posais, tu sais, moi, genre, je suis comme, je roule pas mal moins que toi, puis tu sais, ça fait pas tant, tu sais, ça fait partie de mon horaire, mais je veux dire peut-être pas autant que 35 heures semaine comme toi de vélo, mais tu sais, comme à chaque fin de saison, comme je ressens comme un peu un down saisonnier parce que je Ouais. sais que je pourrais pas rouler. Ben, tu sais, je vais rouler l'hiver, mais tu sais, c'est pas pareil, puis c'est pas la même communauté, etc. Toi, as-tu un petit down de fin de saison quand arrive novembre-décembre? Ouais, effectivement, tu sais, j'ai un gros down de fin de saison, puis en fait, je le gagne en ce moment, mon down. Fait que ça fait quelques semaines que je suis dans un down. Tu sais, ça me c'est un petit peu démotivé ces jours-ci. Ça me tente un petit peu moins de rouler, puis tu sais, je pense que beaucoup de gens sont affectés par ça. Mhm. Tu sais, moi, personnellement, étant très excessif dans ce que je fais, dans mes sorties, dans ce que je mange, tout ça, mais en même temps, mais quand un down me frappe, ça me frappe fort aussi. Normalement, tu sais, je m'en sors quand même. Ça prend peut-être 2, 3 semaines pour que je m'en sors. Mais je pense pas que le down est nécessairement lié au fait que c'est la fin de la saison, mais je pense que c'est plus au fait que si on passe d'un temps chaud, puis soudainement il fait tellement froid, fait que ça nous déstabilise, on n'est plus dans les mêmes habitudes. Mhm. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Donc, oui, c'est un truc qui m'a tout le temps challengé, qui m'a tout le temps aussi déstabilisé depuis très longtemps. Puis il y a toutes les années, tu sais, c'est jamais pareil. Donc, tu sais, des fois, je peux m'en sortir, des fois, je trouve des techniques pour pouvoir passer à travers, pour passer après ça à la saison d'hiver, parce que l'hiver, je veux pas, je continue à rouler dehors, je continue à faire des grosses sorties. Puis, Mhm. c'est un petit peu pour ça aussi que l'an passé, quand j'avais acheté mon fat bike, c'était justement pour contrer le down hivernal ou le down d'automne, pour pouvoir apprendre à apprécier l'hiver, apprécier le temps froid. J'ai quand même pu le faire. Puis c'est aussi, c'est là aussi que l'an passé, j'avais commencé à faire des défis hivernales. Donc, justement, la course de fat bike, le Wendigo 200. Puis après ça, mais je me suis dit, ben, pour revenir, tu sais, en mode pas course, mais en mode, OK, ben, je crois que les gens font pas l'hiver, qui pourrait être quand même très cool, mais très genre, what the fuck. Mhm. Parce que dans tous mes défis, c'est un petit peu ça, tu sais, les gens se disent tout le temps, ben, what the fuck. Fait que l'an passé, j'avais eu sur un coup de tête ben, l'idée de faire le tour de la Gaspésie en hiver à vélo. Fait que ça aussi, c'était un petit peu pour me forcer tu sais, à me sortir de ma zone de confort, pour apprendre à apprécier l'hiver. Puis, je suis vraiment content d'avoir fait. On l'avait fait en 2 jours et demi. C'était une beauté, mais différente. Là. Fait que j'avais beaucoup fait de la Gaspésie déjà, mais là, de l'avoir fait en hiver, c'est juste un paysage, puis un décor complètement différent. Puis c'est là que je me suis dit, il y a tellement de beauté aussi l'hiver que les gens ne voient pas souvent. Mhm. C'est tellement un monde différent. Donc, il y a quand même une façon d'avoir plaisir ou puis d'apprécier ça aussi l'hiver. Donc, Ouais, je l'hiver, trouvais cool. je trouve que c'est quand même un peu une relation toxique. Tu sais, dans Ouais, le fond, c'est super beau, c'est super le fun, mais faut que tu apprennes à te faire violence pour sortir dehors, pour c'est ça. apprécier, tu sais, je veux dire, puis spécialement, genre, en bike, étant donné que tu vas te réchauffer, il faut que tu gèles, genre, les comme 25 premières minutes, 30 premières minutes, peut-être même plus, pour après ça avoir une température qui soit pas trop chaude. Fait que, tu sais, comme, ouais, l'hiver est définitivement une relation toxique. C'est exactement ça. Puis, tu sais, c'est justement aussi, ça revient aussi un petit peu à comment je m'entraîne. Donc, je m'entraîne beaucoup en brute force, puis je me force à faire des affaires qui me mettent en dehors de ma zone de confort. Donc, tu sais, je me suis forcé, premièrement, mon premier 600, ben, je me suis dit, ben, on va le faire, puis on va gérer as I go. Fait que pour l'hiver aussi, tu sais, je me suis dit, c'est sûr que la plupart des gens, tu sais, ils vont dire, non, l'hiver, c'est même trop froid, des gens geleurs, mais tu sais, je me suis dit, je vais le faire quand même, puis je vais le gérer as I go. Puis Mhm. finalement, quand je l'avais fait, c'était vraiment pas si pire que ça. Fait que, T'es définitivement un philosophe. De penser étape par étape, tout le temps rester cool. Tu sais, genre, je connais pas grand monde qui l'échapperait pas ou qui serait pas, genre, totalement dépourvu. Écoute, mon avant-dernière question, puisque ma dernière question va être liée à un défi que tu as fait récemment, mais ce serait quoi tes plans pour l'hiver et la saison 2023? ouais, ben, l'hiver qui s'en vient, tu sais, j'essaie encore de me trouver un défi justement pour continuer à faire une grosse sortie de vélo d'hiver. Fait que
je suis encore en train d'y penser. C'est sûr que la Wendigo 200 elle revient. Tu sais, l'an passé, j'avais fini deuxième. J'aimerais ça la gagner cette année-ci. Fait que, il y a tout le temps ça pour le fat bike. Mais sinon, pour des grosses aventures d'hiver, j'ai commencé un petit peu à y penser. C'est sûr que cet hiver, ce que je compte faire, c'est de continuer de faire mes sorties estivales, même durant l'hiver, donc des Saint-Rémy, des Covey Hill, peut-être des allers-retours, moi, à Québec, en hiver, à suivre. J'avais déjà fait un one-way l'an passé pour ma fête, Mhm. mais sinon peut-être un aller-retour cette année, à suivre comment je me sens. Rien de concret encore, mais vraiment de continuer à faire du road d'hiver. Donc, ce serait mon but cette année. J'avais commencé l'an passé, là, cette année, c'est vraiment de poursuivre sur cette lancée-là. Sinon, pour la saison 2023, le gros défi d'été prochain, ben, ce serait un petit peu comme la Transcan, mais du côté américain, donc la Trans Am, qui est beaucoup plus connue avec beaucoup plus de participants. Donc, ce serait ça la course de cet été qui arrive. Ça, c'est quand même fou. Il y a plusieurs disciplines, pas disciplines, mais il y a plusieurs, je sais pas comment le dire, catégories, je pense, à la Transam. Non, ben en fait, ça, si tu penses à la RAM, en fait, il y a deux courses. Fait que tu as la RAM qui est une course supportée. Fait que OK, ça, c'est une course time trial. Tu as une équipe de sport, tu as une équipe avec une vingtaine de personnes qui te suivent. Ça, tu peux la faire solo, à deux ou à quatre. OK, c'est ça. Puis tu as la Transam. La Transam, c'est une course de bikepacking. Donc, en OK, autonomie, tu pars. C'est une course qui va suivre Highway, je me souviens plus, là, la Transamerica, qui commence à OK. Astoria puis qui finit après ça euh, en Virginie, je me semble bien. Là. Fait que c'est environ, je pense que c'est environ 6 000, 7 000 kilomètres. Fait que c'est moins que la OK. Trans-Canada. Normalement, ça se gagne en un petit peu moins de 3 semaines. Là. Fait qu'une moyenne de 390-400 km par jour. En moyenne. C'est du costaud. C'est du costaud. Ouais. Puis, dans le fond, ma dernière question, j'ai vu que tu avais fait un Everesting de Whiteface, puis j'ai vu la promo sortir sur l'Instagram de Gourou, je crois. Est-ce qu'on a une Ouais. date de sortie pour cette vidéo-là? On n'a pas une date officielle, mais j'ai un mot pour toi. Fait que, en fait, c'est une petite parenthèse, là, parce que l'Everesting, justement, je n'avais pas réussi. Mais ça, tous les détails seront dans le court-métrage, ben, en fait, le long-métrage. Là. Je pense que c'est Ouais. une trentaine de minutes le produit final. Mais normalement, ça sera disponible, je pense, en janvier. Puis ça va être lors OK. d'une soirée visionnement pour commencer. Puis OK. après ça, on va le mettre en ligne plus tard. Là, mais, Très ouais. nice, très nice. Ben, j'ai hâte de voir parce que pour vrai, j'étais comme, man, tu sais, c'était combien? C'était 8 fois que tu avais prévu de le faire? 9 fois. Fait que, tu sais, 9 fois? ouais. Fait que, tu sais, j'avais souvent fait dans mes autres défis de fin de semaine. Là, cette année, c'était l'aller-retour Whiteface que j'ai fait 5-6 fois cette année, je pense. Mhm. Pour la dernière fois, ben, c'était de faire une twist aussi sur l'aller-retour. Donc, en me rendant là, mais de tenter de faire un Everesting. Mais là, c'était comme quasiment rendu dans le mois d'octobre. Donc, ça faisait fret pas mal en haut. Ah non, mais c'est clair, man. Puis déjà là, tu sais, le vent, tu sais, c'est pas. Tu sais, mettons, comparativement à un col européen là, qui a plusieurs lacets, il est déjà, je trouve que c'est plus tough qu'un col européen. Fait que tu sais, déjà là, c'est un autre défi. Tu sais, c'est pas un. Vu que c'est des longs, longs, longs segments, Ouais. c'est tough à base. Fait que tu sais, comme tu dis, il est plus tough qu'un 1100 normal en Europe. Puis je sais pas, il y a quelque chose encore là qui frappait l'imaginaire dans ce que tu avais décidé de faire, en plus d'être un Everesting qui est déjà comme une grosse coche comme défi. Fait que tu sais, en tout cas, c'était chapeau d'avoir essayé. Puis Merci. j'ai hâte de voir comment ça se déroule. Je vais essayer d'être là au lancement parce que depuis que j'ai vu le teaser, je suis comme j'ai hâte de le voir là. Ah non, il est vraiment bien fait. En fait, j'ai vu une première version récemment. Puis aussi ce matin, justement, j'étais avec Philippe Rouleau, qui est le réalisateur de ça. On aura un petit peu rediscuté de ce qui manquait à faire pour le produit final, mais ça s'en vient quand même assez bien. J'ai hâte de le présenter. Mais Nice. normalement, on devrait l'avoir première moitié du mois de janvier. Puis ça va être dans une soirée conférence. Là. Donc, je vais mettre plus de détails sur ça prochainement, une fois qu'on aura plus les détails finaux de la Très soirée. cool. Très cool. Puis avoir la popularité, je pense que ça va te prendre une grosse salle.
Ouais, non, c'est ça le problème que j'ai ces jours-ci. J'ai du mal à trouver des grosses salles pour Ouais. combler tout le monde. Mais je pense qu'on en a trouvé une couple. Fait que, Je suis sûr que vous allez réussir à trouver. Sinon, écoute, j'ai peut-être des contacts que je pourrais leverager si jamais t'es vraiment mal pris. ben, Écoute, je te remercie énormément de ton temps, de ta générosité de t'être prêté au jeu. Puis, écoute, on va sûrement se recroiser sous peu. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, que tu as des annonces, n'hésite pas à communiquer avec moi, puis on pourra te réinviter sur le podcast puis le blog. merci beaucoup. Merci, à bientôt. Salut. Merci. Ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez apprécié, sachez qu'on est disponible sur YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music et il me semble qu'il me manque une autre plateforme où nous sommes disponibles. Bref, on essaie d'être disponible sur toutes les plateformes de podcast imaginables. Donc, trouvez-nous, inscrivez-vous et surtout, laissez-nous un rating parce que ça nous aide énormément à faire connaître le podcast. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté l'épisode. À bientôt.